99% des gens pensent que la course à pied, par exemple, fait perdre du poids. Le sport ne fait pas perdre de poids. Demain, je m'entraîne tous les jours, je fais 2 heures de sport par jour. Imaginons que je vais brûler 600 calories. Si par contre, je mange tous les jours McDo, pizza, les 2 heures de sport que j'aurais fait, elles ne pourront pas compenser tout ce que j'ai mangé. Donc, le sport ne fait pas perdre de poids. Le sport aide à perdre du poids. Mais c'est pas l'élément principal. Non, c'est la 1000 mètres de course, 1000 mètres de ski erg, 50 mètres sled push, 50 mètres sled pull, les burpees, le rameur, les fentes et après t'as les wall balls. Et non, t'as le farmer carry aussi. Et entre chaque exercice, t'as 1000 mètres de course. Ouais, 1000 mètres de course. Et tu finis par 100 wall balls. Le mec, il me rend à bout. Je le chope par le cou, je l'étrangle. Et mon père, c'était le directeur de l'école. S'il faisait rien, les parents allaient porter plainte. Donc les parents viennent voir mon père et moi j'étais là. Et mon père, devant les parents, il est arrivé et il m'en a décroché une énorme devant les parents. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un épisode assez inédit, dans un lieu un peu spécial. On est dans une salle de sport et je suis avec Eli. Salut Eli, ça va? Salut Val, ça va et toi? Bah, ça va, nickel. Tu peux nous expliquer un petit peu là où on est? Alors ici, on est dans ma salle de sport, donc La Forge. C'est une salle de coaching privé. Donc j'accueille un client à la fois dans ma salle. Ok. C'est vraiment un concept un peu particulier. Et du coup... Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Bah écoute, c'est déjà pas mal. On est à Dijon du coup. Oui, excuse-moi. Ouais, pour la localité, ouais, on est à Dijon. On est à Quetigny. Ouais. Quetigny, dans la zone commerciale de Quetigny. Et puis voilà. En Bourgogne-Franche-Comté, pour ceux qui ne situent pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour donner un peu de contexte en quelques mots, quelques phrases sur qui tu es, ce que tu fais, quel âge tu as? Okay. Bah alors, je m'appelle Eli Jeune, j'ai 26 ans. Donc, je suis diplômé d'un BPGEPS sport collectif, j'en ai un, et aussi haltéromusculation. Et donc, je suis coach depuis 3 ans. En gros, je suis coach depuis que j'ai racheté la salle, quoi. Ok. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai la salle maintenant. Et avant, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais plus dans le rugby. Je voulais signer un contrat pro rugby, j'ai pas réussi. Et du coup, j'ai racheté la salle sur un coup de tête. Ok. Donc ça, on pourra en rediscuter si tu veux. Donc le côté coach, c'était pas forcément un truc que tu voulais faire de base, c'est venu après en fait, parallèle de tes projets, quoi. Exactement. En fait, au début, donc j'ai fait mes études normales, un bac ES. Et après, je suis parti en STAPS. Et au bout de 6 mois, ça m'a pas du tout plu. J'ai arrêté. Et je suis parti en centre de formation de rugby en Ardèche, à Aubenas, où je suis resté 2 ans. Et après ces 2 années, je suis arrivé, il y a eu le Covid, et je suis arrivé à Dijon pour le rugby. D'accord. Et donc je voulais signer un contrat pro. Et de toute façon, à côté, il fallait que je fasse des études. Et donc j'ai fait un BPGEPS pour être coach sportif. Mais mon objectif, c'était si je ne signe pas de contrat pro au rugby, eh ben, au pire, je deviens préparateur physique. Mais dans le rugby, je voulais rester dans le rugby. Tu voulais rester dans le rugby? Ouais, j'avais pas pour projet de racheter une salle de sport ou d'être coach sportif. Et je voulais vraiment rester dans le rugby, donc soit en tant que joueur, soit en tant que préparateur physique. Et en fait, je commence à en avoir marre du rugby, de bouffer rugby matin, midi, soir, j'en pouvais plus. Et sur un coup de tête, j'ai eu l'opportunité de racheter la salle de sport ici. Et donc j'ai racheté la salle de sport à 22 ans. Ouais, c'est incroyable, en plus tu as fait ça jeune et tout. Et, et toi, tu es originaire d'où de base? À la base, je suis de vers Besançon. D'accord. Entre Besançon et Pontarlier. Donc en fait, tu as fait Besançon, après tu es parti du coup vers Aubenas pour le centre de formation. Ouais, j'ai fait Besançon, Aubenas, 2 ans. Et après, je suis arrivé à Dijon en la saison 2020-2021. Ok. Et j'ai racheté la salle sur un coup de tête en regardant une story Instagram du cédant et du précédent, je veux dire. Et non, si. Ouais, si, c'est ça. Si, du cédant. Du cédant, du cédant. Tout simplement, ouais. Et en fait, j'allais à un entraînement de rugby, je vois sa story comme quoi il vendait sa salle. Et je sais pas pourquoi, j'ai répondu à la story, je suis intéressé pour racheter ta salle de sport. Alors que j'avais pas mis d'argent de côté, enfin, j'avais pas pour projet d'acheter une salle de sport. Ouais, c'était pas du tout préparé à faire le projet, quoi. Non, c'était pas du tout un projet ou quoi. Je sais pas, je pense que c'est le destin. Ouais. Et vraiment, j'ai répondu à la story, je lui ai dit, je suis intéressé pour racheter ta salle. Et lui, il est allé sur mon profil Instagram, il a vu que j'étais pas bien vieux et il m'a pris un peu de haut. Il m'a dit, non, mais c'est pas pour un emploi, c'est pour racheter la salle. Et je lui ai dit, ouais, t'inquiète, j'ai compris, je suis intéressé pour racheter la salle. Et quelques jours après, je suis venu visiter la salle. J'ai vu la salle, je l'ai trouvée incroyable. Je dis ok, je vais faire les démarches pour racheter la salle, quoi. Et tu lui as fait une offre au prix et tout, le gars, direct, à quelque chose près pour que ça s'est vite enclenché, je veux dire, après derrière pour toi. Ouais, ça s'est.
Bah, en gros, je crois que j'ai vu la story Insta sur fin octobre, Ouais. début octobre, et je devenais propriétaire de la salle à début janvier, Ah ouais. le 10 janvier. Ah, et donc en quelques mois, en fait, tu as réussi à faire toutes les démarches et tout. Mm. C'est incroyable ça. Ouais, ah ouais, c'était incroyable parce que j'ai dû faire des démarches auprès des banques, faire plein de démarches enfin, avec des dossiers et tout. Tu as dû te débrouiller un peu tout seul Ouais, en plus ouais, pour vraiment tout faire toi-même de A à Z, quoi. Bah ouais, je savais pas comment on faisait pour créer une entreprise. Ouais. Et pour racheter une entreprise, je savais pas. Ouais, même pour en vivre et tout derrière. Ouais. Mais je pense qu'on va revenir dessus après, Donc, hyper intéressant, je pense, dans le détail. ouais. Mais c'est vrai que pour le contexte, déjà, c'est déjà pas mal, ça annonce un peu. Ouais, il fallait que ça se passe vite parce que lui, il devait partir. Donc, Ok. il fallait vraiment que ça aille vite. Et moi, en plus, entre-temps, je suis parti faire un tournoi de rugby à 7 à Dubaï. D'accord. Et donc, je partais 10 jours à Dubaï. Et du coup, en gros, pendant ces 10 jours, bah, c'était en stand-by. Il fallait que les démarches se fassent hyper vite et tout. Donc, c'était un peu le rush. Mais, Tu étais en train, à moitié sur le terrain, à moitié en train de gérer les trucs et ben, tout. en gros, ouais, des fois, j'étais à Dubaï et il fallait que je passe un coups de fil, appel et ouais. tout. Ouais. Mais bah, après, je suis resté que 10 jours, heureusement. Ouais. Et puis après, quand je suis rentré, du coup, ben, les marches se sont accélérées et puis et j'ai réussi à racheter la salle. Et en plus, ce qui est fou, c'est que moi, je passais mon diplôme, j'étais encore pas diplômé. Ah, t'étais pas encore Non, diplômé non. en plus, ouais, donc c'était vraiment tout en même temps. Tout en même temps. En fait, je passais encore mon diplôme, je n'avais pas passé mes examens Ok. et j'étais en train de les passer. Hein. Donc, je passais mes examens et en gros, j'ai racheté la salle le 10 janvier et j'étais diplômé le 13, je crois. Ah ouais. Oui. Ah, et donc en fait, ça s'est fait. J'ai commencé le coaching, j'avais légalement, Oui, c'était pas légalement, t'avais pas le j'avais statut. encore, j'avais encore pas le diplôme, Ok. mais je savais que. Oui, enfin, tu avais toutes les compétences, etc. Oui, C'est juste le oui. papier qui Ouais, manquait, il manquait quoi. le papier, quoi. Ouais. Ouais. Bon, c'est important quand même le papier. Mais aussi, ouais, légalement. j'ai eu la salle avant d'avoir mon diplôme. Ouais. Mm. Comme quoi, c'est un bel exemple. en Ouais, vrai, comme quoi tout est possible, ouais. tu vois, malgré tout, même si des fois, c'est un peu imprévu. C'est Ah ouais, c'est une expérience incroyable. ouais, je Que pense vraiment, que- ouais, je rachetais la salle, je l'ai rachetée en gros avant le 10 janvier, bien sûr, avec les démarches. Mais en gros, je commençais mon coaching le 10 janvier, quoi. 10 janvier, je commençais mon coaching et c'est parti. Et t'avais déjà, ouais, en plus. Ouais, je j'avais suppose, déjà, un en fait, j'ai racheté portefeuille. le portefeuille client. D'accord. Ouais. Donc, en fait, j'ai racheté le fonds de commerce. D'accord. Donc, j'ai le portefeuille client, le matériel. Et donc, quand j'ai acheté la salle, dès le lundi, je commençais ma semaine de boulot avec du coaching. Génial ça. Ouais, franchement, ouais. C'est une bonne expérience. Je pense Ouais. qu'on va y revenir dessus un peu plus en détail. J'ai une question que j'aime bien poser un peu à mes invités à chaque fois en début d'entretien, qui n'a pas forcément de lien avec la thématique directement de l'épisode ou de ton parcours, mais toi, c'est quoi l'élément ou la chose que tu penses vrai et que 99% des gens autour de toi pensent fausse et du coup se disent mais non, c'est pas du tout vrai, etc. 99. Alors toi, tu es persuadé de quelque chose et que la plupart de ton Ouais. entourage et de tes proches ou des gens que tu côtoies te diraient non, c'est pas Non. possible ou... Là, j'ai un truc qui me vient en tête. Après, c'est un peu une globalité. C'est 99% des gens pensent que la course à pied, par exemple, fait perdre du poids, alors que pas du tout. Ah ouais? Non, la course à pied fait pas perdre. Alors là, les gens, je vais me faire taper dessus, entre guillemets, mais le sport ne fait pas perdre de poids. Ok. Demain, je m'entraîne tous les jours, je fais 2 heures de sport par jour. Imaginons que je vais brûler 600 calories. Si par contre, je mange tous les jours McDo, pizza, et ben en fait, les 2 heures de sport que j'aurais fait ne serviront pas, elles pourront pas compenser tout ce que j'ai mangé. Donc le sport ne fait pas perdre de poids. Le sport directement, Alors le sport aide à perdre du poids. mais c'est Ça, pas bien l'élément principal. Non, c'est la nutrition. Tu dirais que c'est combien la répartition nutrition sport? Genre le fait entre aller faire ta séance de sport et l'impact que ça a en pourcentage par rapport à la nutrition. Je pourrais pas te dire, vraiment je pourrais pas te dire, mais de toute façon, si tu veux perdre du poids, va falloir avoir un déficit calorique. Ok. Donc, mais la plupart des gens, ils vont te dire qu'avec la muscu, tu perds pas de poids. Tu peux perdre du poids avec la muscu. Mais avec la muscu, tu vas aussi prendre du muscle. Donc les gens, des fois, sur la balance, ils vont pas forcément le voir. Peut-être que, surtout pour les débutants, ils vont prendre du muscle et ils vont dire « Ouais, mais j'ai pas perdu de poids. Ok. Ouais, mais regarde ta silhouette dans le miroir, t'es plus le même qu'avant. Tu as pris du muscle, tu vas avoir même peut-être pris un peu de poids, mais tu n'auras pas forcément perdu de poids, mais tu auras pris du muscle. » Ça, c'est surtout pour
des gens qui sont débutants. Ok, ouais, parce que du coup, tu perds un peu de graisse, etc. Mais du coup, puis tes muscles, ils se renforcent, etc. et grossissent. Et du coup, finalement, ça pèse un certain poids. Donc forcément, il faut que tu... Enfin, ça va jouer sur la balance alors que... Ouais, alors que t'es fixé sur le chiffre et tout, quoi. Et ça, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que, justement, juste en faisant du sport, tu peux perdre du poids et que du coup, c'est une excuse pour avoir une diète qui est plus ou moins approximative. Bien sûr. Ça, tu le vois, toi, dans tes coachings ou pas un petit peu Dans mes coachings, alors je vais voir dans le sens où moi, mes coachings, alors ils sont là pour. Il y en a qui ont des objectifs, d'autres, ça aide beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de remise en forme et c'est aussi énormément pour faire du bien à la tête. Ouais, du bien-être. Au-delà du physique. Du bien-être, un bien-être général en fait. C'est bien-être général, bien sûr. Mais le sport aide aussi à se sentir bien dans sa peau. Et donc, j'en ai beaucoup pour qui c'est ça la priorité. Ok. Et quand tu dis le 99%, tu penses que ça joue pas mal aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce que tu peux voir comme contenu ou... Ben, le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, on te montre que ce que tu veux. On va te montrer, par exemple, des heures et des heures de sport, mais tu sais pas derrière comment il mange, tu sais pas son sommeil, tu sais rien au final. Ouais. Et puis je peux te montrer ce que je mange aujourd'hui et ça va être hyper sain. Et puis demain, je peux me faire un énorme burger et puis je le montre pas. Donc sur les réseaux, c'est pas du tout réel. Et tu penses que du coup, c'est ça qui crée un peu le mythe autour de ça et qui continue à l'entretenir un peu Après, c'est aussi beaucoup dans la tête des gens que par exemple la course à pied, ça fait perdre du poids. Parce que c'est du cardio. Donc ça fait perdre du poids. Mais tu peux faire d'autres choses qui vont te faire perdre du poids, peut-être, qui peuvent avoir un impact sur ta perte de poids, peut-être plus efficacement et de manière plus intense. En fait, Puis après, il faut faire le sport qui te plaît aussi. Ouais. Si à chaque fois, c'est une contrainte d'aller courir, mais parce que tu as envie de perdre du poids et que tu vas courir, parce que dans ta tête, la course fait perdre du poids, tu vas tenir 3 semaines, mais il faut qu'à un moment, tu aies du plaisir à courir. Est-ce que tu penses, ça c'est une vraie question que je me suis posée déjà plusieurs fois, quand tu as un objectif de perte de poids ou de prise de masse par exemple, est-ce que tu trouves, et je dirais que oui, mais que le mental par exemple, quand tu vas pour perdre du poids, le fait d'être tout le temps en train de surveiller la balance, d'être hyper tu vois, genre anxieux vis-à-vis de ça, est-ce que ça a une réaction réelle et un impact sur le corps? Par exemple, si tu te dis je vais absolument perdre 10 kilos machin, et que du coup tu penses qu'à ça, tu es obsédé par ça, est-ce que tu penses que c'est un frein justement à ta perte de poids? Le fait des fois d'être trop fixé sur ton objectif, tu sais, d'être dans le... Le truc, c'est que mentalement, tu vas être tout le temps frustré. Et moi, j'ai toujours dit, les gens, je pense que j'ai une diète hyper stricte, que je mange tout le temps sainement et tout. Et alors, pas du tout. Moi, là-dessus, je ne suis pas un exemple. D'accord. C'est que je fais énormément de sport, mais j'aime profiter aussi. Si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. J'ai des potes qui m'appellent, ils me disent on se fait un resto, on va boire un verre. Bah ouais, pas de souci. Et donc moi je suis pas hyper strict là-dessus. Et c'est ce qui fait aussi que tu arrives à maintenir un physique à peu près toute l'année. Ouais. Après il y en a qui ont moins de chance que d'autres. Moi j'ai un métabolisme qui est hyper rapide. D'accord. Il y en a qui ont des métabolismes plus lents. Mais c'est sûr que si tu es tout le temps dans la frustration, pour tenir dans le temps, c'est compliqué. Mais parce que c'est dans la frustration, dans le sens où un jour tu vas péter un câble et du coup tu vas faire n'importe quoi, ou parce que genre physiquement tu as des vrais effets sur le corps en mode où ton corps du coup la frustration elle est tellement importante que genre ton corps il arrive pas à... si ça t'angoisse, ça te stresse, tu vas produire du cortisol, donc c'est mauvais pour la prise de poids, la prise de muscle ou même la perte de poids. Ok. Ah, donc ça a un vrai impact physique. Tu peux en avoir, si ça te produit énormément de stress, d'angoisse, Ce que je me dis, des fois, tu sais, ça a quand même pas mal de gens qui veulent soit perdre du poids ou soit absolument prendre la masse. Et quand ça devient. C'est un truc que j'avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était à ce point que ça pouvait avoir un impact. Il faut aussi déculpabiliser. Par exemple, si tu fais attention toute la semaine et que une fois tu vas te manger, je sais pas, un donut, c'est pas grave. Mais dans la tête des gens, il y en a, ils pensent qu'il faut tout le temps être strict. Mais ça dépend des gens, mais c'est compliqué de tenir. À moins que tu sois athlète de haut niveau, que tu es... Oui, tu as un objectif, imaginons, tu as l'objectif de faire les Jeux Olympiques, et tu sais que pendant tant de temps, ça va être hyper strict, mais parce que tu sais que derrière, tu fais les Jeux Olympiques. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, être tout le temps frustré sur la nourriture, sur
sur aller boire un verre, enfin tout ce genre de choses, tu peux pas tenir. Ouais, tu vas tenir 3 semaines à être frustré et après au bout d'un moment tu vas craquer et tu vas aller, je sais pas, dans une boulangerie et tu vas t'acheter 2 croissants, tu vas te goinfrer et puis après tu vas regretter ce que tu as fait. Mais si en amont tu étais OK par le fait de temps en temps faire un écart, il n'y aurait pas eu ce souci-là. Tu n'aurais pas eu de pulsion comme ça. Ok, hyper intéressant. Il y a un truc que j'aime bien faire avec mes invités, et je pense que tu avais déjà un peu expliqué le concept. En gros, il y a 6 sujets que j'ai préparés. Toi, tu en connais 3, et il y en a 3 que tu ne connais pas. Je m'en souviens plus, mais ouais. Voilà, et ça tombe bien du coup, comme ça te permettra de garder le côté authentique. Et une fois sur 2, on va changer, donc je vais te demander de choisir un numéro entre 1 et 6. Toi, tu m'en donnes 1. On parle un peu de ce sujet-là, etc. On développe un peu un raisonnement autour de ça. Et puis après, à l'inverse, c'est moi qui choisis justement une question ou un sujet en particulier. Ça peut être une citation, ça peut être… voilà. Mais vu que tu ne t'en rappelles plus, du coup, tu ne sauras pas. Mais si tu veux, du coup, peut-être commencer par me choisir un chiffre. Et puis après, moi, je te donne derrière l'information. Attends, je bois un coup. Petit suspense, justement, en direct live. Entre 1 et combien ? Entre 1 et 6. Le 4. Comment est-ce que tu fais quand tu es un particulier, une personne entre guillemets lambda, pour trouver le bon coach sportif pour toi ? Parce qu'en fait, maintenant, tu en as des milliers sur Internet, sur les réseaux, même dans ta ville, etc. Comment est-ce que tu fais pour toi ? Ce serait quoi tes meilleurs conseils pour choisir le coach qui te convient ? Parce que tu sais, souvent, on se dit, faut aller prendre un coach, mais est-ce qu'il y a aussi de se dire, à un moment donné, il y a des coachs qui sont peut-être pas forcément faits pour moi ? Bien sûr, ouais. Et puis, tu as une question d'affinité, donc ouais. Et comment, ce serait quoi, toi, du coup, un peu tes conseils là-dessus ou comment tu vois la chose ? Alors déjà, faut trouver un objectif. Ok. Si ton objectif, je sais pas, c'est de faire un marathon, tu vas plus t'orienter vers un coach qui va coacher de la course à pied. Si tu prends un mec qui fait du bodybuilding, il saura peut-être te coacher, hein, mais c'est moins intéressant que si tu prends quelqu'un qui coach vraiment sur de la course à pied. Donc déjà, voilà, ça t'enlève déjà beaucoup de monde quand tu priorises, quand tu as un objectif. Et après, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup maintenant sur le marché. Ouais, c'est ça en fait. Donc via les réseaux sociaux. Ou choisir un bon coach justement, tu vois. Déjà, je pense, sur les réseaux sociaux, tu t'en trouves beaucoup. Aussi, un coach qui partage les mêmes valeurs que toi, c'est hyper important. Si le mec, il est à fond dans le dépassement de soi, ce qui est génial, hein, mais que du coup, il s'en fiche de ton niveau, t'es débutant, le mec qui t'entraîne comme un fou. De ton ressenti. En fait, si t'as un débutant et que le mec il te casse en deux dès les premières séances, c'est peut-être pas le bon coach. C'est pas la bonne méthode en tout cas. Parce que déjà, faut pas dégoûter la personne du sport. Et tu as aussi beaucoup de relationnel. Moi, je fais que du coaching privé. D'accord. C'est, pour te donner un ordre d'idée, demain, tu cherches un coach, techniquement, il est excellent. Humainement, je parle en privé, humainement, il n'est pas très bon. Mais même si techniquement, il est excellent, tu ne prendras pas de coaching avec lui. Tu auras du mal à fidéliser ton client. Alors techniquement, tu vas progresser et tout, hein, mais quand tu viens chercher du coaching privé, tu cherches aussi une relation avec d'élève et coach. Et donc en coaching privé, je parle, hein, après quand tu fais du coaching en salle de sport, c'est pas pareil. Mais en privé, vaut mieux être techniquement un peu moins bon, par contre humainement être au top. Donc être à l'écoute de ton élève. Il faut le connaître, s'intéresser à sa vie. Parce que moi, je connais des coachs dans des salles classiques, ils vont coacher la personne et pendant la récup, le mec, il est comme ça sur son tel et il ne s'intéresse même pas à son client. Le mec, il va juste compter ses reps. Il va dire, OK, 1, 2, 3, OK, 10 récup. Et le mec, il est sur son tel et il ne s'intéresse pas à la personne. Ouais, c'est un numéro qui passe comme ça, c'est son coaching numéro 3 de la journée, il est là. Voilà, je te prends ton fric et puis je me casse. Ouais, c'est un peu ça. Et ça, du coup, après, il y en a qui cherchent peut-être pas forcément de relationnel, hein, mais pour moi, un coach comme ça, ça peut pas, tu peux pas t'entraîner avec une personne comme ça. Il faut que la personne, elle s'intéresse à toi, qu'elle s'intéresse à ton objectif et qu'elle
et qu'elle se donne à fond pour l'objectif que tu veux atteindre. Ah, tu as une vraie dimension humaine peut-être qui n'est Bien pas sûr, tout le temps présente en fait avec tout le monde. C'est un peu la machine à cash, quoi. Genre, moi, juste, j'enchaîne les coachings et. Donc en coaching privé, moi je parle de ce que je connais. Ouais. Et donc la première qualité, tu vois, c'est être à l'écoute. C'est vraiment la première qualité. Et après, techniquement, il faut être bon aussi. Parce que si les personnes, à chaque fois, elles pratiquent et en faisant des mouvements un peu bateaux, la personne, elle risque de se blesser. Donc, il vaut mieux être très bon humainement, à peine moins techniquement, mais par contre, qui pratique toujours en sécurité, que très très bon techniquement et que humainement zéro. D'accord. Après, si toi demain tu t'en fiches complet du relationnel et que tu veux juste atteindre ton objectif, alors peut-être que ça peut marcher, hein, mais combien de temps, j'en sais rien. Ouais, c'était plus compliqué sur le long terme pour entretenir la relation. Et si justement tu as quelqu'un qui hésite, tu vois, justement, qui ne sait pas trop comment orienter ses recherches, qui a un objectif et qui se dit c'est quoi les choses auxquelles, en tant que client potentiellement, en tant qu'élève, auxquels il doit faire attention, ou les points, un peu pas de vigilance, mais les trucs où il doit se dire ok, le coach a l'air pas mal justement là-dessus. Ouais. Genre ce serait quoi toi pour toi un peu les points de pas de vigilance, mais les trucs à faire attention si tu vois, tu connais rien et Déjà, ne pas juste se baser sur le physique du coach. Ouais, C'est un truc tout bête. Ouais, c'est bateau, mais c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est pas parce que le mec il a des gros bras qu'il est bon. Ça veut rien dire du tout. T'as des mecs qui payent pas de mine physiquement, mais qui sont excellents, qui ont des connaissances incroyables, qui humainement sont top. Donc juste ne pas se fier au physique, parce que ça veut rien dire. Et après, je pense que c'est bien aussi si tu es dans une salle classique. Chez moi, c'est pas possible. Mais regarder comment le coach se comporte avec ses élèves. Je pense que ça peut être intéressant. Deux choses simples en fait. Ouais, il y a plein de coachs dans les salles de sport, donc je sais pas, tu vas dans un Basic Fit, tu vas t'entraîner et je sais pas, il y a un coach avec un élève, et ben regarder un peu sa méthode de travail, regarder comment il est avec son élève, et peut-être que ça pourra t'aider dans ta décision de prendre ce coach ou non. Après, si tu devais donner un troisième élément plus, je dirais pas technique, mais par exemple, je sais pas, dans la manière dont le coach il va venir te coacher, je sais pas, sur par exemple, ça pourrait être peut-être pas un type de programme, mais est-ce qu'il y a par exemple quelques petits éléments justement plus d'ordre technique, tu vois, ou sportif, sur lesquels tu te dis ouais, il faut faire ça, faire attention à ça quand même. Bah déjà un coach, quand tu l'observes, s'il montre pas les exercices, pour moi c'est déjà. Pour toi, c'est déjà un point sur lequel il faut se dire bon. Après, ça dépend parce que moi j'ai des élèves, je lui dis tu me fais des pompes les pieds surélevés sur un Swiss ball. Il y en a plein, ils vont pas comprendre. Et il y en a plein qui comprennent. Moi, j'ai beaucoup de mes clients. Par exemple, je coach en visio. D'accord. Je fais du coaching aussi en visio. Ah d'accord, je savais pas. Ouais. Et par exemple, je lui dis tu vas faire tel exercice. Il va me le refaire parce qu'il a l'habitude. Donc, j'ai plus besoin de lui remontrer. Des fois, s'il y a une correction, je vais lui remontrer. Mais sinon, non. Donc après, je dirais ce truc-là où un coach, quand il va montrer, quand il va expliquer l'exercice, pour moi, il doit le démontrer. Et s'il ne le démontre pas et que la personne elle a du mal à se placer. Et puis que lui, il est passif dans le. Bien sûr, toujours être là à encourager aussi. Ok. Ça, c'est hyper important d'encourager la personne parce que surtout quand tu es dans un effort, pour la plupart du temps, les gens ne sont pas forcément sportifs, c'est par leur métier. Venir dans la salle de sport, c'est déjà un effort. Donc si tu n'es pas là à les encourager, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Ouais. Ok, c'est vrai que physiquement, je n'avais pas pensé, mais parce que souvent on se dit que justement, parce que le coach il est carré, ça veut dire qu'il est costaud, qu'il est forcément bon, tu vois, parce que s'il a des résultats là, alors peut-être que oui, mais à son niveau. Mais le physique ne veut rien dire. Tu peux avoir un mec tout fin et qui soit excellent, même sur de l'hypertrophie, parce qu'il a plein de connaissances. Et tu peux avoir quelqu'un un peu rond, pas forcément très sec, et qui est excellent en coaching. Ça veut rien dire. Okay. Mais après, alors, c'est là où il faut faire attention. Il faut être mesuré quand même. Ouais. Mais pour moi, un coach sportif, ton corps, c'est ta vitrine aussi. Ouais. Donc si demain, j'ai du ventre comme ça, et puis que je vais dire à un client, bah vas-y, fais des burpees, et puis que le mec, il en chie, et que au bout d'un moment, moi, je suis le client, je dis, va te faire foutre. Non, mais pour parler vulgairement, je vais dire, toi, fais les burpees, tu vois. C'est comme si demain, tu vas voir un diététicien et que le mec, il est obèse.
Ouais. Alors le mec, il peut être très bon, il peut être excellent, mais ne donne pas des conseils à des gens alors que tu ne l'appliques même pas sur toi. C'est un peu ce discours-là qui me dérange. Mais par contre, tu n'as pas besoin d'avoir des bras comme ça pour coacher pour quelqu'un qui veut prendre du muscle. Ouais. Il n'y a pas besoin. Ouais, c'est Mais vrai à dire. quand tu es coach, ton devoir, c'est aussi de t'entretenir. Ouais, sans Bien sûr. être non plus le plus fit ou quoi, mais, Non, sans être le plus fit. mais au moins que ce que tu demandes à faire à tes élèves, que tu sois en Ouais. capacité de le faire. Quoi. Et puis, tu auras toujours des gens meilleurs que toi. Et tu as des élèves qui seront meilleurs que toi sur certaines choses. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pas. Donc, je sais plus où on en était. Ouais, que c'est pas le physique, c'est pas nécessairement. Enfin, il faut faire attention, mais il faut être mesuré quand même. Quoi. Exactement, ouais. Si le mec, il a un bidabière énorme, après ça paraît logique, Voilà. mais souvent, justement, c'est plus l'inverse. L'effet inverse de se dire, le mec, il a les tablettes, il est sec Exactement, comme la paille, et il est énorme. Ouais. De se dire, c'est pas parce qu'il est comme ça qu'il est forcément bon et que ce sera le ouais. bon coach pour toi En plus, et derrière. puis c'est pas ce qui s'applique à lui ne fonctionnera pas forcément sur toi. Ouais, voilà, la recette que lui, il a pour Voilà. lui, ce sera peut-être pas la même qu'avec Donc toi. en fait, tu vois un coach avec des tablettes de chocolat, c'est pas forcément un bon coach. Ok. Pas du tout. Hyper intéressant. Il y a un sujet pareil du coup c'est le premier sujet que j'ai noté, je sais pas si tu t'en rappelles. C'est la tendance du sport avec les athlètes hybrides. Ah oui, si, celle-là je m'en souviens. T'en penses quoi? Bah, Parce qu'en ce moment, pour donner un peu de contexte, il y a un peu une espèce de mode où on voit beaucoup de personnes qui veulent qui se qualifient d'athlètes hybrides, qui font du sport un peu meilleur hybride. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être des États-Unis, tu nous diras, on dira plus. Mais je pense que ça vient de là-bas. Hein. C'est surtout ça vient, il me semble, des mecs qui font beaucoup de muscu, qui sont très forts et qui font aussi pas mal de courses à pied. Ok. Et surtout maintenant avec l'Irox, t'entends encore plus parler des athlètes hybrides. Et t'as vu arriver toi un peu ce truc-là, tu sais, sur alors pas forcément toi directement, mais dans le monde du sport de manière générale, sur les gens que tu suis ou. Ben, parce que je pense que déjà, moi, je faire que de la musculation, je pourrais pas. C'est pas ce qui me passionne. Ok. Déjà un truc tout bête, mais la musculation, c'est pas un sport que j'adore, pas du tout. D'accord. Et je déteste le milieu de la musculation. Pourtant, c'est mon métier. D'accord. Et quand je dis ça aux gens, les gens ils me croient pas, mais ouais, j'aime pas du tout le milieu de la musculation. Et c'est quoi que t'aimes pas justement? C'est parce que c'est. Après, il y en a qui ont donné une mauvaise image à la musculation, c'est que ça fait très beauf. C'est les mecs qui pensent qu'à leurs muscles, ils pensent au gramme près sur la nutrition. Les mecs qui vont compter les grains de riz. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Je m'en fiche complet. Donc c'est pour ça que je déteste le milieu de la musculation. C'est comme le crossfit, j'aime pas du tout. La discipline, je la trouve géniale, c'est trop bien. Par contre, je déteste le fait de un peu secte. Ouais, un peu sectaire, c'est un peu l'impression que ça donne. Ils sont tous entre eux, ils font des soirées qu'entre eux, ils s'intéressent qu'à ça. Moi, j'ai déjà fait des soirées avec des crossfitters, mais qui va te parler toute la soirée de sa barre qu'il a fait la semaine dernière, alors que je m'en fiche. Ouais. Moi, quand je suis en soirée, j'aime pas parler de mon métier et je déteste qu'on me parle de sport. T'as envie de parler de plein de sujets différents. Je suis déjà toute la journée dans ma salle de sport. Ouais. J'ai envie de parler d'autres choses. Ouais, t'as envie de juste couper quoi. Et du coup, la mode un peu, Et du coup, pour revenir à la mode des athlètes hybrides, alors je trouve ça trop bien dans le sens où… sur le principe. Sur le principe, c'est génial que les gens fassent pas que de la musculation et ils s'intéressent à autre chose. Et du coup, tu développes plein de qualités physiques. Tu vas développer ta force, ton endurance avec le vélo, la course à pied. Donc je trouve ça génial. Mais après, maintenant, un mec qui pousse 3 haltères et qui va courir une fois par mois, il va se dire qu'il est hybride et qu'il est athlète hybride. Ça me fait rire. En fait, t'es pas… Oui, c'est à quel point, en fait, c'est les gens qui s'auto-qualifient justement de telle ou telle chose. Et toi, tu trouves que tu as un peu… Toi, c'est naturellement parce que tu n'aimes pas forcément faire que de la muscu, etc. Donc toi, c'est un peu pas… Donc en fait, moi, entre guillemets, j'ai pas… C'est pas parce qu'il y a la mode de l'athlète hybride que je me suis mis à courir. Moi, j'ai toujours couru. Déjà, je faisais du rugby, puis j'ai fait aussi de l'athlétisme. D'accord. Ouais, je faisais du 100 mètres. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours couru. Et j'ai toujours fait de la musculation et de la prépa physique pour le rugby et pour l'athlétisme. Donc, c'était naturellement en fait, ancré en toi et dans tes habitudes d'entraînement, quoi. Ouais. Et donc, moi, j'aime tous les sports. Donc, en fait, quand je faisais de la musculation, c'était en rapport avec les sports que je faisais. Mais c'était pas que dans l'objectif de faire de la musculation pour dire je fais de la musculation, non, en fait. Non, du tout.
Après, j'ai fait de la musculation aussi pour prendre du muscle, bien sûr, mais c'était aussi principalement pour développer mes qualités physiques, développer ma vitesse, ma force pour le rugby et pour l'athlétisme. Et en plus, pour l'anecdote, tu as fait un Irox là, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai fait l'Irox de Paris, c'était en octobre, je crois. Ouais. Ouais, en duo, en solo, duo open. Ok. On nous expliquer un peu du coup comment ça s'est passé et le concept un peu de ce que c'est l'Irox. L'Irox, ouais. Et d'un peu de toi, comment tu as vécu l'expérience justement. Et Ouais. parce que c'est un peu pas le Graal, mais un peu le. Bah, pour moi, l'Irox, c'est la discipline hybride athlète par excellence. Ok, Il y en a qui vont dire que c'est le CrossFit. Moi, je trouve que c'est l'Irox. d'accord. Donc l'Irox, pour résumer, c'est 8 fois 1000 mètres de course. Et entre les 1000 mètres de course, tu as des exercices de fitness, de force, entre guillemets. Donc ça fait 1000 mètres de course, 1000 mètres de ski erg, 1000 mètres de course, 50 mètres sled push. Après, tu refais 1000 mètres de course, 50 mètres sled pull. Après, c'est les burpees. Après les burpees, c'est le rameur. Après, tu as les fentes. Et après, tu as les wall balls. Et entre Et là, tu as le chaque, farmer carry aussi. et entre chaque exercice, tu as 1000 mètres de Ouais, course. 1000 mètres de course. Et tu finis par 100 wall balls. Ok. Donc en gros, ça te demande d'être hyper cardio, parce que ça tue le cardio. Ça te demande d'avoir aussi beaucoup de force. Donc c'est vraiment, pour moi, l'athlète hybride par excellence. Et l'anecdote, je me rappelle, on en avait un peu parlé. Les top performers là-dessus, ce sont des personnes un peu plus âgées. Enfin, t'en as quand même qui étaient très très bons, qui avaient la trentaine passée. Ouais. qui En France, le meilleur athlète français sur Irox, c'est Geoffrey Voisin et il a 43 ans. Ouais, putain, c'est fou ça. Ouais. Et il était dans mon sas, quand j'ai fait l'Irox de Paris, il était dans mon sas. Ok. C'est une machine de guerre. Et toi, t'as bien aimé justement l'expérience. C'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est quoi que t'as apprécié le plus? Le dépassement de soi, c'est pendant 1 heure à peu près. Quoi qu'il arrive, t'es dans le rouge en fait. Peu importe ton niveau, t'es dans le rouge. Le premier 1000 mètres, tu le fais, tu vois, ça va. Tu fais les 1000 mètres de ski erg, tu ressors, tu te dis ça va être très long. Ouais. Puis là, tu as fait que le premier 1000 mètres de course et les 1000 mètres de ski erg. Et là, tu te dis, ok, ça va être long. Et toi, c'est là où t'en as le plus de difficultés que t'as eu, c'était sur quel exercice ou quelle partie de l'Irox? Comme ça, en vrai, petite anecdote, en fait, sur l'Irox, quand tu le fais en duo, le meilleur des deux, c'est celui qui commence l'exercice quand tu as fini la course et c'est celui qui finit l'exercice aussi pour repartir sur la course. Parce que celui qui est moins bon en course, il a le temps de récupérer en arrivant, puis il a le temps de récupérer avant de repartir courir. D'accord. Donc ça, c'est la stratégie que tout le monde met en place. Et moi, celui qui était avec moi, c'est une machine de guerre. Donc lui, il m'avait dit, je commence sur tous les ateliers, puis je finis sur tous les ateliers. Et moi, je lui avais dit, il y a un atelier où je sais que je suis bon, et je pourrais commencer direct, c'est le farmer carry. Donc en gros, Okay. tu as des kettlebells et tu marches avec, tu as 200 mètres à faire. Il m'a dit, ok, pas de souci, on fera ça. Donc on fait l'Irox, on fait les exos. Donc il commence tous les exos, il finit tous les exos. Nickel. On arrive au farmer carry. Et moi je lui avais dit en Juste amont. avant, en mode... Ouais, je lui avais dit en amont, je dis, t'inquiète, farmer carry, je suis vraiment fort et tout, ça va se passer easy. Okay. Et en fait, après tous les exercices, j'étais cramé. Je prends les kettlebells, je commence à essayer de Enfin, ça s'appelle farmer carry, mais tu essaies de courir avec. Tu cours un peu. Donc, je commence à courir avec. Et là, je commence à cramper des mollets. Mais au bout de combien de mètres? Enfin, au bout de début? Parce que sur 200 mètres sur 200 mètres, j'ai pas fait... Non, j'ai pas fait 100 mètres. J'ai peut-être fait... Je sais pas, j'ai peut-être fait 70. Peut-être 60, je sais plus. Puis t'arrives au bout d'un moment, puis là... Et en fait, je cours et tout. Et là, je lui dis, je suis en train de cramper des mollets. Il me dit, repose. Il reprend les kettles et lui, il a fini. Il est vraiment très, très fort. Et du coup, vous avez fait comment? C'est lui qui a fini, du coup? Ouais, il a fini. Et toi, t'avais des crampes? Il a fait 130 mètres. Ouais, je commençais à cramper des mollets. Et lui, il n'y a aucune crampe? Rien du tout, le gars? Non. Et en plus, dis-toi que la veille, il l'avait fait en solo pro, lui. Parce qu'il a déjà fait les championnats du monde d'Irox. D'accord. Il est vraiment trop fort. Et donc sur le farmer carry, moi, je pensais vraiment être bon. Et là, désillusion totale. Et après, on repart sur la course. Et pendant la course, je commençais à cramper des ischios, des quadris. Et là, je lui dis, en courant, j'étais vraiment capot. Je dis, gros, je suis en train de cramper et tout. Et c'est les fentes après. Hein. Et il me dit, t'inquiète, sur les fentes, je m'en occupe. Et fente, c'est 100 mètres. Ouais, si je dis pas de conneries, c'est 100 mètres. 100 mètres de fente que tu peux répartir comme tu veux. Tu répartis comme tu veux. Sur les 100 mètres, j'ai fait 25 mètres. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu penses que ça vient d'où, le fait de manque d'hydratation, je vais y arriver,
Ou genre c'est lié à physiquement parce que tu sais pas, tu congestionnes vite ou Bah déjà, plus tu es musclé, plus tu vas congestionner vite. Ok. Et donc, je pense déjà il y a un peu de ça parce que j'ai quand même des cuisses Ouais. un peu développées. Là, j'ai perdu pas mal, mais, Ok. mais ouais. Et après, peut-être aussi manque d'hydratation, c'est possible. Et puis, bah, c'est un effort que j'avais jamais fait. Mon corps était pas adapté aussi. Et pour la... Ouais, je m'étais bien entraîné, hein, mais j'avais jamais fait d'aerox de ma vie. Donc, Ok. Ouais, forcément ton corps c'est ouais. un peu nouveau pour lui. Quoi. Ouais, bien sûr. Là, demain, j'en refais un, peut-être que ce sera pas la même chose. Hein. Pour l'anecdote, tu n'avais pas fait, je crois en plus, tu m'avais dit que tu n'avais pas fait tous les exercices. Enfin, quand tu es arrivé sur place, il n'y avait pas des exercices que tu n'avais jamais fait parce que tu n'avais pas les machines nécessaires dans la salle Bah, chez moi, déjà, j'ai pas de ski erg, j'ai pas de rameur, j'ai pas de sled pull et j'ai pas de sled push. Oui. Donc en fait, Alors, sur rien que ces ça, exercices, c'était un peu l'inconnu quoi. Ouais. Alors, en plus, j'ai pas eu beaucoup de prépa. Hein. Je crois que j'ai eu que 4 ou 6 semaines de prépa. Ça pour fait le court. faire. C'est hyper court. Ok. Et j'étais allé faire une fois du ski erg et une fois du rameur. Ok. Après, j'en ai déjà fait dans ma vie, bien sûr. Hein. Mais en entraînement, j'étais allé faire une fois ski erg et rameur. Et puis sled pull, sled push, jamais testé dessus. J'en avais déjà fait au rugby dans mes prépas physiques et tout. Mais ça faisait des années et des années que j'avais pas fait. Ça faisait peut-être, je sais pas, 4-5 ans que j'avais pas fait de sled pull ou sled push. Et donc je suis arrivé. Après, en open, c'est des charges qui sont légères. Ok. Donc ça allait, ça m'a pas perturbé. Ça t'a pas perturbé plus que ça et tu as bien réagi sur les exercices. Ouais, parce que même le sled pull, on était bon et je pense que c'est l'exercice où j'ai été avec les burpees. Les burpees, j'ai bien géré. Les burpees, c'était avant du coup. Avant non, les burpees, c'est après. Et toi, tu as crampé à ce moment. J'ai crampé après c'est après les burpees. Après, d'où les burpees, etc. Où là, là, tu commences à être bien. Bah, bien les amoché, burpees, en fait, tu as 80 mètres de burpees à faire. Ça doit être long quand même, 80 mètres de Et en fait, burpees, c'est les burpees broad jump, donc tu sautes vers l'avant. Ton saut, tu le fais pas vers le haut, tu le fais vers l'avant. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, les burpees, ça tue, c'est super dur. C'est la bête noire de presque tout le monde. Et donc, je me suis dit, pour faire le moins de burpees possible, fais des sauts géants. Et j'ai une bonne détente, donc je faisais mon burpees, je descendais et je faisais des sauts mais énormes. Et vraiment, mon pote il rigolait parce que du coup, moi je voulais pas faire beaucoup de burpees. Ok. Et je crois que sur les burpees, on a eu un des meilleurs temps sur de l'Aerox de Paris. Ouais, il me semble, ouais. Ok. Parce que tu as un coach d'ailleurs, un juge qui à chaque exercice qui te surveille. Ouais, bien sûr, ouais. Tu dois avoir poitrine au sol sur tes burpees. Et après, tu ramènes t'as pas le droit de mettre tes pieds au-delà de tes mains. Pour pas gratter de mètres. D'accord. Quand tu ramènes tes pieds. Ok. Ouais, t'as des juges à chaque fois, sur chaque atelier. Et ils sont exigeants sur le fait justement de bien vérifier. Ça dépend. T'en as qui arrivent à gratter un petit peu de. Ouais, oui. Ouais. Moi, je l'ai pas fait. J'ai respecté toutes les règles, mais t'en as. Tu les voyais ? Tu peux pas voir. Tu peux pas voir. T'es tellement dans ton effort. Mais en fait, t'es dans ton effort, tu regardes pas les autres. Ouais. Mais tu le sais qu'après, il y en a quand même qui. Le seul moment où, à la rigueur, parce que moi j'étais avec Wesley, que j'ai en stage ici, on se tirait la bourre. D'accord. Sur la cour, le seul moment où je regardais un peu autour de moi, c'est quand avec Wesley, on courait et qu'on était proches. Okay. Mais sinon, tu vois même pas les autres. Ouais. T'as pas le temps. Ouais. T'es tellement dans le rouge. Ouais. Ah ouais. Franchement, tu t'es dit à un moment donné, peut-être pas que t'allais abandonner, mais tu t'es dit, ah ouais, là c'est chaud quand même. Non, je m'attendais pas à ça. Non, à aucun moment j'ai dit que j'allais abandonner. Le fait d'être deux aussi, ça déjà, t'es deux. Par rapport à ton binôme, tu peux pas te permettre d'abandonner. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Ouais. Sauf, je sais pas, tu te blesses, bon, bah, ça fait partie du jeu. Mais sinon, non, tu t'abandonnes pas. Ça doit être motivant justement de voir que tu as la personne derrière où tu Bien dis, sûr, bah en fait, on chie tous les deux autant. Bah oui. Puis moi, lui, il était meilleur que moi, donc t'as pas le droit de le décevoir. Ouais. Donc, puis t'as envie de bien faire. Et je suis compétiteur, donc. Ouais, en plus, oui, forcément. Ouais, non, je t'abandonne pas. Après, tu mets plus de temps que les autres, c'est pas grave, mais tu le finis. Et si tu dois le finir en 3 heures, tu le fais en 3 heures. Et votre objectif, c'était combien, vous, du coup, sur le. Faire en dessous d'1 heure. Et vous aviez fait combien, du coup ? 1 heure 9 secondes. 9 secondes pour. 9 secondes. Et en fait, les 9 secondes, quand on a fini, c'était mon premier Aerox. 1 heure 9 secondes, c'est génial. Hein. C'est énorme, ouais. Ouais, c'est super, franchement. Pour un premier Aerox, je pouvais pas rêver mieux. Mais j'étais dégoûté parce qu'il y avait ces 9 secondes et tout pendant, je sais pas, plusieurs jours, je réfléchissais à ce qui a pu faire qu'on perde 9 secondes. Et en fait, en y réfléchissant, je m'en suis rendu compte plusieurs jours après, c'est qu'en arrivant sur le farmer carré, tu peux mettre de la magnésie. Et en fait, il y avait un seau avec de la magnésie, il n'en restait plus beaucoup. Et puis moi, j'essayais de racler. Ben ouais, de racler la magnésie et j'ai perdu un temps fou. Et au bout d'un moment, mon pote, il m'a dit, allez, on s'en fout, prends les kettles. En plus, ils sont pas si lourds que ça, c'est des 24 kilos. Ouais.
Oui, donc c'est pas non plus. Ouais. Non, non. Bon, après, au final, j'ai pas été. Mais c'est pas le grip qui a lâché. Ouais. Mais, c'est les mollets. Ouais, c'est les mollets. Et vraiment, j'ai perdu un temps fou parce que j'essayais de mettre la magnésie et au bout d'un moment, c'est mon pote qui s'est agacé, qui a dit allez, on y va, on s'en fout. D'accord. Et donc, en vrai, si j'avais pas perdu du temps là, Ok. ouais, je pense qu'on aurait pu être en dessous enfin, en dessous de l'heure, ouais. Et du coup, c'est un objectif que tu as d'en refaire un peut-être sûrement là sur Ouais. 2025 ? Bah là, 2025, en avril, je fais l'Aerox Paris au Grand Palais. D'accord. Donc, ça va être incroyable. D'accord. Et là, je le fais 2 fois de suite. Je le fais en duo pro et en duo open. Duo pro, du coup, par contre, les charges sont plus lourdes. D'accord. Ouais. C'est Ok. tout pareil, sauf que les charges sont plus lourdes. Donc Et- ça va être costaud. Et tu as un ordre d'idée du nombre de personnes qui sont inscrites justement pour montrer à quel point justement ces tendances est en mode. Je crois que si je dis pas de bêtises, sur l'Aerox au Grand Palais, ils attendent 30 000 personnes. 10 000 par jour, je crois. C'est 10 sur 000 par 3 jour. jours. C'est Ouais. sur 3 jours. D'habitude, c'est sur 2 jours. C'est le samedi, dimanche. Et là, ils le font vendredi, samedi, dimanche. Tellement il y avait eu de monde, du coup, Il y a un monde de fou. Ils ont, ouais. Ouais. Ouais, il y a vraiment un vrai engouement autour de ça, quoi. Ah ouais, énorme, ouais. Et toi, des clients ou des personnes qui te contactent justement parce qu'ils sont intéressés par ce truc-là un peu de sport hybride Non. ou pas directement? Non, en privé, non. Après, je sais que dans les salles dans Dijon, il y en a qui payent la licence, ouais, je pense que ça s'appelle la licence, pour pouvoir coacher de l'Aerox. D'accord. Parce qu'il y a une licence qui existe. C'est comme CrossFit. D'accord. Aerox, c'est une marque. Et donc, pour pouvoir enseigner du CrossFit, enfin, pour pouvoir appeler ta salle CrossFit, pas enseigner du CrossFit, mais appeler ta salle CrossFit, Tu payes une licence. tu payes une licence à l'année. D'accord. Ouais. Et ça Pour coûte- avoir la marque, pour t'appeler, par exemple, moi, D'accord, je savais CrossFit La Forge, si je voulais. D'accord. Et ça coûte cher CrossFit, ouais, c'est 4 000 € par an, je crois. Oui, quand même. Mais je veux pas m'avancer, mais il me semble que c'est ça, j'ai entendu Ouais, ça l'autre en jour. échelle à peu Je près. crois que c'est Ouais. entre 3 et 4 000 par an. Et Aerox, c'est pas très cher pour l'instant. Ouais. Et c'est en fait en fonction de plus il y a Ouais. de pratiquants, de pratiques, etc. et de coachs qui enseignent ça. Vu que c'est une marque, en fait, tu payes la marque. Ouais. D'accord, je savais pas du tout. Ouais, je crois qu'Aerox, c'est pas très cher. Donc si tu voudrais afficher en fait CrossFit La Forge ou La Forge CrossFit, en fait, tu devrais. Bah je dois payer, tu dois payer une payer licence. CrossFit, ouais, je dois Une payer la licence. licence. Ouais. D'accord. Sinon, c'est une usurpation en fait. Ouais, du ouais. nom, Mais en soi, moi, Alors que ce que tu entraînes, en fait, ce que tu fais, c'est en fait, quasiment. le CrossFit, c'est du cross-training. Donc moi, dans ma salle, je fais des séances de CrossFit, entre guillemets, pour certains, mais c'est du cross-training. Officiellement, c'est du cross-training, mais alors que. En fait, ils ont rien inventé, sur le CrossFit. papier, oui. Le CrossFit, C'est juste ils ont la rien marque en inventé. fait qui est. Le CrossFit, c'est quoi? C'est un enchaînement d'exercices. Tu fais 4 pompes, 4 squats, 4 burpees, c'est du CrossFit. Ok. Et moi, je le fais faire, par exemple, ça à un client. Ouais. J'appelle pas ça du CrossFit. Mais en soi, c'est ça. Ouais, c'est bien parce que les gens souvent ils ont tendance Ouais. à confondre un petit peu justement. Ouais. Ils se disent bah, c'est quoi la différence entre cross-training, CrossFit, Aerox, etc. Mais en fait, c'est juste que c'est ouais, quasiment la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est comme t'appelles un frigo. Oui, Frigo, c'est une marque, mais c'est un réfrigérateur. oui, voilà. C'est pareil. Frigo, frigidaire, réfrigérateur. Voilà. Ok. C'est la même chose. Ouais. Mais ça fait toujours mieux d'avoir CrossFit. Ouais, t'as des gens Dans qui le- viennent là-dessus. Oui, ça sera Bah toujours ouais. mieux que. Quand tu as envie de pratiquer du CrossFit, tu vas rejoindre une box de CrossFit. Et que toi, dans ton cas, à toi particulièrement, ça n'a pas d'intérêt. à ce En que- fait, moi, j'ai aucun client qui vient faire qui vient du en, CrossFit. en libre, enfin ouais, Non. de S'il a manière envie de libre. faire du CrossFit, il va aller dans des box de CrossFit. Il vient pas vers moi. Ok, Alors que je peux le faire. Oui, Après, il y a plein de trucs que je ne saurais pas enseigner sur le CrossFit. d'accord. Ouais, parce que c'est pas ma discipline. Ok. Mais oui, ils ont rien inventé. Du coup, est-ce que tu veux choisir? On a fait le sujet numéro 4, Ouais. sujet numéro 1. Du coup, il reste 2, 3, 5 et 6. De toute façon, on va tous les. Bon, ça dépend, Ça un peu dépend, en comme fonction, en fonction du temps qu'on a, mais Ok. Choisis celui qui t'intéresse le plus. Je te fais confiance. le 6, Eh ben, allez. ton plus gros projet de vie, ta plus grosse ambition pour les 10 prochaines années. Waouh. J'aurais pas dû te laisser choisir. C'est Wow. pour ça. Mon plus gros projet de vie. Que ce soit perso ou pro. Tout, peu importe ce que c'est. Un projet de vie global. Ouais. Ça peut être sur ce que tu veux. Être heureux. Ça- c'est déjà, C'est déjà très comme bien. réponse. Hein. Ouais, c'est Être déjà heureux. bien. Hein. Non, mais je pense être. En fait, tu te vois un petit peu comment. Alors, c'est un peu la question du tu te vois comment dans 10 ans, mais en fait, Ouais. c'est quoi un peu, même si c'est flou, la direction vers laquelle tu aimerais aller un petit peu? Déjà, je me vois pas.
Enfin, déjà, j'ai envie de dire, j'espère que dans 10 ans, je serai un homme accompli. J'aime pas dire ça. Et Ça fait très- ça veut dire quoi pour toi? Bah, accompli que professionnellement, ça se passe bien. Personnellement, je sais pas où j'en serai. Marié, des enfants. C'est un projet que tu aimerais avoir, ça, justement, Bah, personnellement? ouais, plus tard, ouais, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Ouais. Ouais. Ça, pour moi, ce serait. Sur les 10 prochaines, là, dans les ouais. 10 prochaines années. Ouais. Je pense que c'est déjà ouais, je pense plus ça que pro. Ouais. Plus sur l'aspect, du coup, un Ouais, peu. perso, ouais. Un plus vie Après, perso. pro, j'espère que je serai épanoui Ouais. à déjà me lancer des défis tous les ans. Je sais pas, n'importe quel défi, mais Toi, c'est un objectif un peu global, c'est de te lancer des défis régulièrement comme ça. ouais. Tu vis un petit peu pour ça, justement, Moi, professionnellement et personnellement parlant? Bah, j'ai besoin d'adrénaline. Mais même dans ma vie perso comme dans la vie pro, j'ai besoin d'adrénaline tout le temps. Et tu penses que ça vient d'où, justement, un peu le fait d'avoir besoin de l'adrénaline? C'est en toi, comme J'ai- ça? Ouais, c'est en moi. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été compétiteur. Mais depuis que t'es tout petit? Ouais, depuis tout petit. J'ai commencé le rugby à 4 ans. Ok. Et j'ai jamais arrêté le sport. J'en ai toujours fait. Et toujours eu cette âme de compétiteur. Je déteste perdre. Je suis le plus mauvais joueur. Tous mes potes, ils veulent même plus jouer avec moi, mes potes. Parce qu'ils savent que tu étais prêt à tout pour gagner et que, genre, en mode, quoi qu'il arrive, tu. Bah, ils vont se reconnaître, mes potes, mais ouais. Ouais, parce que je déteste perdre. Ouais. Ok. Et puis j'ai tout le temps besoin d'adrénaline. C'est vraiment. C'est une sensation tu dis là, je me sens bien là. Ah ouais. Pour moi, il n'y a pas meilleure sensation Ok. qu'après un défi. Alors, du coup, pour moi, sportif. Mais ça peut être. Ouais, ce qui me procure le plus d'émotions dans ma vie, je pense, c'est le sport, le cinéma aussi et la musique. C'est les trois domaines un peu. Ouais, les 3 domaines vraiment, où j'ai des frissons. Et tu penses qu'un jour, tu auras la possibilité de, peut-être pas mixer les trois, mais de faire un mélange un peu, peut-être entre. Alors. Ça pourrait être, je sais pas, bah, déjà, cascadeur, tu sais, par exemple, cascadeur. n'importe quoi dans un film, tu vois, genre cascadeur, ou faire un peu d'acting, ou des choses Ça, comme ça. j'aurais rêvé de. Mais après, c'est le rêve bateau de tout le monde d'être un jour acteur. Mais ouais, je pense que j'aurais rêvé d'être acteur. Tu penses que c'est quand même. C'est peut-être possible, tu le sais pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas de quoi. C'est pas ce que l'avenir te réserve. Ouais, ce que l'avenir me réserve. Ce serait incroyable. Mais ouais, déjà, tu peux jouer des personnages. Quand tu étais petit, par exemple, tu avais envie d'être un super-héros. Je sais pas, imagine, tu fais un film, tu joues, je sais pas, un James Bond, imagine. Enfin, Ouais, je trouve ça incroyable. Ouais, de dire que t'as. Ouais, de t'as- pouvoir te mettre dans la peau d'un personnage Ouais. et être une autre personne. Parce que dans la vie, tu es obligé d'être toi-même tout le temps. Ou C'est pas, ça. hein, mais tu peux mentir, hein, mais c'est pas ma philosophie. Du coup, c'est pour ça que t'aimes bien le cinéma, du coup, en partie. Ouais, parce que j'adore les belles images, j'adore la musique aussi, le son qui va avec. Et après, bah, je fais pas du tout ça, mais par exemple, je fais des vidéos avec un vidéaste et les belles images collées avec une belle musique et tout, ça, je trouve ça magnifique. J'aime trop regarder du contenu. Artistique, Ouais, un peu artistique ouais, et plus créatif. artistique. Ouais, exactement. Ouais. Hyper artistique avec des belles images, des paysages. Tu vois quelqu'un qui se dépasse, je sais pas, pour faire je sais pas, un ultra trail, enfin n'importe quel défi. Je trouve Ouais, ça un joli incroyable. documentaire. Ouais, qui- les documentaires sportifs. Ou, Ça, c'est des choses qui te parlent vraiment. ouais, j'adore. Ouais. Pas forcément que sportif, mais les belles images. Surtout, moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est le dépassement de soi. Vraiment, sur le coup, tu souffres, tu te dis pourquoi je fais ça, et puis à la fin, tu te sens tellement bien. Et tu penses que ça, tu arriverais à le retrouver ailleurs que dans le sport ou pas? Bah, je pense. Tu sais, dans un autre domaine, ça Ouais. pourrait être professionnel ou ça pourrait être même, tu sais, personnel, tu vois, de se Ouais. dire, ouais, avec ta vie de famille peut-être, ou je sais Ouais, pas. je pense que si un jour je deviens un papa, je pense que le jour où ta femme accouche, ça doit être incroyable. Ouais. Après, je verrai bien, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, ça se passe mal et t'es pas bien. Ouais, mais- voilà, ou tu sais, bah, mais il est ouais, sorti, bon, il est ouais, là. ouais. Mais après, franchement, ce qui te procure autant d'émotions que le sport. Pour l'instant, tu as du mal à voir. En Ouais. fait, pour l'instant, trouve-moi quelque chose qui rassemble et qui procure autant d'émotions que le sport. En vrai, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas. Qui rassemble. Regarde, les seuls moments où vraiment tu as l'impression que c'est la paix dans le monde, cet été sur les Jeux Olympiques, Ouais, c'est vrai. où là tu as l'impression que le temps s'est arrêté, qu'il n'y avait plus de soucis
Et tu voyais les Français, ils étaient tous heureux. On était tous derrière la France, derrière nos athlètes français. Et ce que les athlètes français nous ont fait vivre, c'est incroyable. Les émotions qu'on a eues, surtout qu'on a fait des Olympiades magnifiques, c'est incroyable. Tu regardes la Coupe du Monde de foot en 2018, moi je suis pas footballeur du tout. Mais c'était un des meilleurs moments. L'émotion que ça m'a procuré, vivre une Coupe du Monde et puis une victoire de Coupe du Monde, c'est incroyable. 98, moi j'étais pas né, je suis de 99, mais c'est incroyable. Et qu'est-ce qui te procure autant d'émotions? Pour moi, à part le sport, je vois pas. Puis c'est des gros marqueurs, je trouve, de souvenirs et de mémoire. Ouais. Par exemple, je suis sûr que tu te rappelles en 2018 où tu étais pour la finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, je m'en rappelle. Tu te rappelles qui t'étais, du moment, etc. Tu n'es pas dans le détail, mais tu sais, voilà, tu t'en rappelles parce que ça t'a procuré beaucoup d'émotions. Et c'est le seul moment où tu parles pas de classe sociale, tu parles pas, t'es pas censé te parler de racisme ou quoi que ce soit, même s'il y en a dans le sport. Mais tout le monde est rassemblé pour la même cause, on est tous derrière les Français. Et franchement, quand tu vois tous les Français heureux, joyeux, tu regardes aux Jeux Olympiques les images, j'aurais adoré, malheureusement j'ai pas pris de place et je suis pas allé voir les JO, mais j'aurais adoré y aller. Ah ouais. Bah, tous ceux qui y sont allés, je sais pas si tu as des gens que tu connais qui y sont allés, mais j'ai entendu quasiment, mais même je dirais à 100% du temps que du positif. Ouais. Comme l'expérience, comme quoi, même sur l'aspect même logistique, justement ambiance, etc., qu'il y avait vraiment la sensation de tout se passe bien, c'était vraiment bien fait, bien organisé, et que c'était impressionnant à vivre. C'était magnifique comme événement. Tu regardes en plus les athlètes, une fois qu'ils ont eu leur médaille, ils doivent aller, je sais plus comment ça s'appelle le lieu où. C'était pas sur le Trocadéro ou sur une espèce d'esplanade un petit peu. Et ils sont là pour montrer leur médaille. Tu vois les Français qui sont tous heureux. Non, c'est magnifique. Franchement, pour moi, il y a rien d'autre qui peut te procurer autant d'émotions. Et est-ce que tu penses que si tu avais un autre domaine autre que le sport qui arriverait à te procurer la même chose, tu t'y intéresserais aussi justement ou... Ouais, bien sûr. J'adore la musique, j'écoute de la musique en boucle déjà de coacher, je mets de la musique. Donc la musique et le cinéma, ça j'adore. Franchement, la musique et le cinéma, c'est les deux autres domaines qui me procurent autant d'émotions, où j'ai des frissons. Tu penses que tu pourrais ressentir ça? Après, c'est vrai que je te pose la question, mais tu n'es pas acteur, peut-être pas encore. Mais justement, tu pourrais le retrouver peut-être sur de l'acting ou des choses comme ça. Ouais, peut-être. De se dire, là, tu dois jouer une giga scène, un peu risquée et tout. Tu te dis, là, quand même. Après, on ne croirait pas, mais je suis un peu timide et je peux être aussi un peu introverti. Ah ouais? Les gens ne me croient pas quand je dis ça. Ouais. Au premier abord, après ça va, mais au premier abord, tu dirais que je suis assez froid. Ouais. Froid parce que parce que t'es timide introverti, du coup t'as une. En fait, quand je connais pas, faut m'apprivoiser un peu. Et quand on te connaît, ça va? Bon, nickel, ouais. Mais non, faut le temps d'apprendre à connaître les gens. Ouais. Tu dirais que t'étais comment quand t'étais petit, toi? Hyper timide. C'est vrai? Ouais, timide maladif presque? Non, mais j'étais vraiment timide. Timide comment par exemple? Par exemple, à l'école, aller au tableau devant tout le monde, horrible. Passer, de faire un exposé devant tout le monde. Horrible. Je détestais ça. Et tout le long de ta scolarité, ça a été un peu ça? Ouais, tout le long. Ah ouais, tout le long. Et tu as toujours été physiquement pareil Comme ça? Ouais. Non. Alors moi, quand j'étais petit, par rapport aux autres, j'étais pas très grand. Et après, je me suis développé sur le tard. Enfin, sur le tard, entre guillemets. C'est vraiment au lycée où je me suis bien développé. Mais après, j'ai pas eu de complexe de... Je me rendais même pas compte que j'étais un peu plus petit que les autres ou quoi. Ouais. Puis après, de toute façon, arrivé au lycée ou même au collège, où c'est plutôt à cet âge-là que tu te fais emmerder ou quoi, au collège, au lycée, j'ai pas eu ça parce qu'après, là, je me suis développé physiquement. Mais j'ai jamais aimé prendre la parole devant tout le monde. Je détestais ça. J'allais au tableau, j'étais tout rouge. Ouais, t'étais vraiment, c'était pas quelque chose. Mais par contre, t'étais avec... En plus, c'est même pas que j'étais mauvais élève. Hein. Ouais. Jusqu'au collège, j'étais très bon élève. Hein. Tu vois, j'avais 15-16 de moyenne au collège. Ouais. Après, c'est pas très compliqué. Mais au lycée, là, c'est là où j'ai décroché. Mais sinon, je détestais aller au tableau devant les gens. Et par exemple, dans une bande de potes, t'étais la personne un peu comment? T'étais justement le gars un peu en retrait ou justement c'est ta bande de potes, t'étais beaucoup plus expressif et... Moi, je faisais le con. Ouais. J'ai toujours aimé faire le con, faire rire les gens, tout le temps. Ça, j'ai toujours aimé faire rire et faire le con.
Et t'es tout seul dans t'as une fratrie ou pas? Enfin, t'as des frères et Ouais, sœurs j'ai une grande sœur et un grand frère, ouais. Et t'es le plus petit, toi? Ouais, je suis le dernier. Ok. Ouais, une grande sœur qui a court à 30 ans. Mon frère 28 et moi 26. Et s'il devait te décrire en 2-3 mots, il dirait quoi d'Eli? Ouais. Si par exemple t'es pas là et il parle à tes parents, il disait oh bah Eli, de toute façon il est comme ça. Et le comme ça, ce serait quoi? Le comme ça, il est comment? Il faudrait que je demande à mes parents. Il est. Je sais pas, je suis un extraterrestre. C'est vrai? Ouais, parce que. Tu penses que ça vient de tes parents, un peu de ce truc un peu de compétition, de Pas du dépassement de soi, etc. Non. Tu penses que ça vient En d'où, fait, ça? moi, mes parents, je sais pas, c'est mon caractère. Ton caractère qui s'exprime comme ça, en fait. Ouais. Parce que j'ai pas eu des parents derrière mon dos pour que je sois. Tu sois athlète de haut niveau, que tu sois Ouais, comme ci, ouais, comme pas ça. du tout. Le sport, pour eux, c'était obligatoire que j'en fasse. D'accord. Mais par contre, je perds, c'est pas grave. Mais Eux, c'est limite l'important, c'est de participer. D'accord. Moi, pas du tout. Moi, je peux pas. Ok, vas-y, je fais un truc pour participer. Et tes frères et sœurs, c'est pareil? Que Non, toi, ou alors, c'est différent? mon frère, il a fait du rugby aussi. Il avait un bon niveau et il a fait des sélections, donc il était bon. Ok. Puis après, il a connu les potes, faire la fête, donc il a décroché. Ma sœur, elle a fait du badminton, elle était très forte. Mais en fait, elle n'était pas compétition. Elle n'était pas animée par. En fait, elle a fait des compètes, je crois, hein, il me semble. Mais elle était très forte. Mais en fait, son entraîneur nous a dit que des années plus tard qu'elle avait un potentiel. Et du coup, mes parents se sont dit, c'est bête, on l'aurait peut-être poussée un peu plus là-dedans. Après, elle aurait certainement pas fait les JO, hein, mais qu'elle s'éclate un peu plus dans ce sport. Mais sinon, non, j'ai pas eu des parents qui voulaient à tout prix que je sois athlète de haut niveau. Par contre, ils m'ont toujours accompagné dans ma démarche pour être rugbyman. D'accord. Ouais, ils t'ont suivi, ils bien t'ont sûr, vraiment. Ouais. Ouais, ils m'ont toujours accompagné, toujours soutenu. Ils venaient presque à tous mes matchs. Ça, c'est bien ça. Ouais, ils venaient tout le temps me voir jouer. Mais j'ai pas eu des parents à me pousser. Ouais. Non. Tu te poussais toi-même déjà tellement que Ouais, finalement. moi j'étais déjà compétiteur dans l'âme, ouais. Mais c'était vraiment, c'est ancré en toi. T'as pas eu un événement ou un déclic à un moment donné qui a fait que, ou t'as eu justement. Non, je pense que c'est vraiment mon caractère. Quand j'étais petit, j'étais vraiment une teigne, je lâchais rien. Ouais, t'as jamais rien lâché à chaque fois. Ah ouais. Ouais, mais en plus mon père c'est le directeur de l'école. J'ai eu mon père en instit. T'as une anecdote justement pour illustrer ça ou pas? Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. T'en as une qui t'a marqué plus que d'autres ou pas? Je peux t'en donner deux. Ouais. Quand j'étais petit, je me bagarrais tout le temps. Ok. Ouais. Et ton père était le directeur de l'école? Ouais, c'était le directeur de l'école. Mais mon père, ça le rendait fou. Et un coup, tu avais un élève, mais c'était vraiment un connard, vraiment. Ok. Et ses parents, la même chose. Tu sais, les parents qui surprotègent leurs gosses. D'accord. Moi, mes parents sont pas du tout là-dedans. Et un coup, le mec, il me rend à bout. Je le chope par le cou, je l'étrangle. Ok. T'avais quel âge? Ouais, j'étais en primaire. Hein. Ah ouais, donc Oui, j'étais vraiment jeune. en primaire, ouais. Et du coup, je l'étrangle, et mon père, c'était le directeur de l'école. Donc, s'il faisait rien, les parents allaient porter plainte, je sais pas quoi. Et donc, les parents viennent voir mon père. Mais du coup, tu l'étrangles, mais il se passe quoi? Enfin, gamin, il y a eu, je l'ai étranglé 3 secondes. Hein. Je l'ai pas éteint non plus. Oui. Mais je l'ai étranglé. Et du coup, mon père, il s'est dit, si je fais rien, puis de toute façon, j'allais me prendre une soufflante. Hein. Ouais. Et donc, les parents de ce gamin-là, ils sont venus voir mon père. Et moi, j'étais là. Et mon père, devant les parents, il est arrivé et il m'en a décroché une énorme devant les parents. Devant les parents? Ouais. Et du coup, ils ont... Tu t'en rappelles? Ouais, celle-là, je m'en rappelle pas. Après, je m'en rappelais de me bagarrer souvent avec lui. Ok. Ouais, mais celle-là, je me rappelle pas. Par contre, je me rappelle aussi des dictées avec mon père où, par exemple, on devait écrire 3 lignes. Dès que tu avais fini 3 lignes, ta dictée, elle était finie. Et donc, tu écrivais ton mot, tu mettais un petit tiret, ton mot, un petit tiret à chaque mot. C'était des dictées de mots. Et en fait, moi, pour remplir vite les 3 lignes et arrêter la dictée, j'écrivais le mot et je faisais des traits qui étaient grands comme ça. Donc, en fait, la dictée, je sais pas, il y avait peut-être, on va dire 30 mots. Et moi, au lieu d'en écrire 30, j'en écrivais la moitié, 15. Tu vois. Et du coup, tu essayais de finir le plus vite possible parce que tu voulais finir premier en fait. J'essayais de truander mon père, ouais. En fait, parce que ça me saoulait.
Et mon père. Il s'en rendait compte, de toute façon. Bah, bien sûr, mon père, donc, dit que t'es fini, on part en récré. Moi, je pars en récré. Mon père, il récupère les cahiers pour les corriger. Je pars en récré 2 secondes. Mais du coup, ton père, il t'a donné, enfin, il t'a eu en classe, du coup. Ah ouais, moi, je l'ai eu en CP-CE1. D'accord. Ah, ton père, c'était en même temps ton instit, en fait. Ah oui, moi, je l'ai eu CP-CE1. D'accord. Ah, je savais pas l'anecdote. Ouais, c'est lui qui m'a c'est appris à rare lire quand et même. écrire. Ah oui. On voit le résultat maintenant. Mais ouais. Putain, ok. Mon père, ouais, j'ai eu CP-CE1. D'accord. Et du coup, en fait, je faisais des traits super grands pour truander mon père. Et un coup, je pars en récré. Et mon père, il vient me choper dans la récré. Il me dit, tu viens là. Et j'ai refait toute la dictée. Ah il ouais. me lâchait. Ah oui, il me lâchait pas. Et est-ce que justement, c'était quand même. Parce que c'est pas facile quand t'es gamin et que t'as ton père qui est à la fois ton père et qui est ton instit. T'as eu justement des fois des moments où c'était un peu plus compliqué, où justement, tu sais, tes camarades de l'époque, ils étaient là en mode. Et c'est ton tu vois, papa. l'autre anecdote que j'allais te dire, c'est que mon père, il a toujours été fan de sport. Et donc, il organisait comme des JO, entre guillemets. Des JO de l'école ? En gros, c'était un pentathlon. D'accord. Tu avais 5 épreuves. Donc, tu avais de la course, tu avais du lancer, des sauts, tu avais du saut en hauteur. Puis la dernière épreuve, je sais même plus. Et en gros, c'était 5 épreuves. Et puis après, tu faisais les 5 épreuves, il y avait un classement. Et puis celui qui gagnait, il avait, je sais pas, une médaille, je sais même plus. Et en plus, moi, il y avait eu ma sœur. Enfin, dans l'école, mon père, il a eu ma sœur, mon frère et moi. D'accord, ouais, donc il a vraiment connu. Ouais, il nous a eu les 3. Et nous, on a toujours été très bons en sport. Et tous les ans, on gagnait le pentathlon de l'école. Et à chaque fois, les autres élèves, ils disaient « Ouais, c'est parce que ton père, il est directeur. » Non, c'est juste parce que t'es meilleur que toi, c'est tout. Mais ouais. Ouais, t'as eu des remarques quand même un peu vis-à-vis de ça. Ouais. Mais au quotidien, ça allait, je veux dire. Non, ça allait parce que mon père, il nous a jamais fait de cadeaux. Jamais. Il était un peu plus exigeant, peut-être. Bien sûr, ouais. Il était plus exigeant avec nous. Après, c'était pas un enfer. Hein. Puis en plus, moi, j'ai eu mon père en CP. Et en CE1, il y avait 2 classes de CE1. Une avec mon père et une avec une autre instit. Et mon père, à la fin de la CP, il m'a dit tu veux venir en CE1 avec moi ou pas ? Et je dis bah ouais. Alors que j'avais le choix de. T'avais le choix potentiellement d'aller avec quelqu'un d'autre. Vers une autre instit. Et puis moi, j'ai préféré être vers mon père. Et toi, tu l'as bien vécu, ça s'est bien passé à chaque fois ? Ouais, nickel, franchement. Ouais, bon, si j'ai voulu être avec lui, ouais, ça se passait bien. C'est que ça se passait Mais bien. par contre, il nous a jamais fait de cadeaux. Il était hyper strict. Parce que tu le voyais tous les jours non-stop, en fait. J'étais tous les jours avec. Ouais. Et t'es proche, toi, justement, un petit peu de tes parents, tes frères et sœurs ? Mes parents, alors oui, je suis proche. Après, je suis pas. Mes parents, oui. Mes frères et sœurs, je les vois pas souvent. Ma sœur, elle habite en Belgique. D'accord. Ouais. Et mon frère, il habite pas loin de chez mes parents, mais je le vois pas. Tu le vois pas régulièrement ? Non, il est pas très famille. Ok. Après, moi, de base, je suis pas forcément très famille. T'es pas le plus, Mais je suis proche de mes parents quand même. Ouais, t'es quand même, ouais. Ok. Ouais, parce que t'es quand même le fils du directeur de l'école et tout. Ouais, c'était ça à l'époque. Ouais. C'est fou, ok. Mais c'est vrai que je pensais que c'est souvent, justement, tu as des athlètes de haut niveau ou même des. Souvent, tu te dis, bah, tu vois les parents, tu comprends un petit peu, tu vois la personne via le caractère, etc. Mais tu dis que tes parents, alors par contre, tes frères et sœurs, ils avaient l'air quand même assez bons, visiblement aussi. Ouais, en sport, vous avez ce truc-là, génétiquement peut-être ou un peu. Ouais, je pense que génétiquement, on avait des prédispositions pour certains sports. Ouais. Et c'est toi qui arrivé à 4 ans, tu as dit à ton père, je veux faire du rugby. Non. C'est lui qui t'a dit. Non plus. C'est mon frère. C'est ton frère ? En fait, moi, à la base, mon cousin, on est plus une famille de rugbyman. D'accord. Et mon frère avait commencé le rugby. Moi, je ne pouvais pas encore. Et dès que j'ai pu faire du rugby, c'était à 4 ans, mes parents ils m'ont dit bah, tu vas faire un sport. Et moi, je voulais faire du foot. Et mon frère, il m'a dit non, tu ne fais pas ce sport. C'était vraiment. Tu avais la rivalité foot-rugby. Foot-rugby, il a dit non. Mon frère, il m'a dit non, tu vas au rugby. Donc à 4 ans, tu étais déjà sur les terrains de rugby. Ouais, j'étais sur les terrains de rugby. En plus, j'ai une anecdote. Je me souviens de mon premier entraînement parce que tu pars avec t'es en short t-shirt. Et je me souviens vouloir absolument mettre un short Batman. J'avais 4 ans, alors que tu mets des shorts de rugby, quoi. Oui. Et mes parents, ils me disaient, bah non, tu vas mettre un short de rugby et tout. Et j'ai fait une crise, j'ai dit non, je veux mon short Batman. Je suis parti à mon premier entraînement avec mon short Batman. T'étais le seul avec le short Batman. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est fou, ouais. Et ouais, c'est pour ça que j'essaie de comprendre aussi un peu, tu vois, quand t'étais un peu plus petit ou des trucs, tu vois, des anecdotes justement qui expliquent peut-être que c'est un truc que t'as envie d'avoir plus tard. Mais oui, après, j'ai toujours eu envie de gagner. Tu vois, par exemple, au pentathlon. Ah, t'étais là pour. C'était interdit de perdre. Ouais, c'était vraiment. J'ai toujours eu une âme de compétiteur. Et est-ce que tu penses que
tu t'entraînais vraiment plus que les autres ou c'était genre sur le moment tu donnais tout ce que tu avais ou c'était, tu vois, est-ce que tu étais par exemple, parce que naturellement tu avais peut-être des prédispositions, mais est-ce que tu t'entraînais aussi plus que les autres et même encore maintenant? Genre t'es dans quel… à l'époque, non, parce que quand t'es petit, tu t'entraînes pas plus que les autres. Je faisais peut-être plus de sport que certains. Mais pas au point de… En fait, tu fais tes entraînements de rugby, mais j'avais pas. Mon père, à 8 ans, il n'allait pas me dire ok, tu vas faire des pompes, je sais pas quoi. Ouais. Donc je m'entraînais. Quand j'étais petit, je m'entraînais pas plus que les autres. Après, j'avais des prédispositions. Tu vois, quand j'étais en moins de 6, moins de 8 au rugby, les jeunes, les autres joueurs, ils m'appelaient la flèche, parce que je courais déjà très vite à l'époque. Ok. Donc j'avais déjà des prédispositions pour le sport. Mais après, oui, après, plus tard, oui, je m'entraînais plus que beaucoup. Ouais. Tu penses qu'après, ouais, tu as quand même eu ce truc de dire à un moment donné, parce que tu sais, on dit souvent que le travail bat le talent, tu vois. Ouais, j'ai toujours eu cette rigueur, cette discipline à m'entraîner énormément. Ouais, ouais, ça après, tu l'as toujours gardé, même encore maintenant, du coup. Ouais, même encore plus maintenant, je trouve. Parce que tu as peut-être plus le temps aussi peut-être de le faire Parce que quand tu es jeune, tu as envie de profiter, faire la fête, tu as d'autres… ouais. Tu as envie d'être un peu sur tous les fronts, d'être bon en sport. C'est le début plaire aux filles. C'est le début des copines, les débuts des sorties. Donc tu as envie de faire sur les tous les trois fronts, fronts, t'es sur tous les fronts. Et après, et plus tu grandis, et après, tu priorises vraiment ce que tu aimes. Mais ouais, par contre, je me suis toujours entraîné à fond. Et ça, tu penses que tu vas le garder sur du long terme après, même en étant plus vieux J'espère. Après, m'entraîner autant, mon corps, je pense pas qu'il suivra non plus, parce que je m'entraîne vraiment beaucoup. Et puis, j'aurai d'autres priorités. Quand tu fondes une famille. Ouais. Mais après, j'ai envie de rester toujours athlétique, me lancer des défis, et puis j'ai pas envie de me laisser aller. C'est important de s'entretenir déjà pour soi, pour sa femme, et puis pour ses enfants. J'aimerais pas que mes enfants ils disent ouais, mon père c'est un légume, il passe sa journée dans le canapé. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est une vraie motivation des fois. Tu sais, des fois quand tu dis souvent maintenant, tu entends souvent ouais j'ai la flemme ou t'as la flemme. Et après tu te dis attends ton gosse qu'est-ce qu'il penserait de son père, il était comment papa avant ou même maintenant tu vois. Enfin je sais pas les enfants entre eux à l'école ils disent comment ses parents comment mes parents ils sont. Ouais, mon père je sais pas, je suis allé le voir jouer au rugby ce week-end, c'était trop bien. Et il va pas dire mon père moi il était dans le canapé puis il a regardé 3 séries Netflix. Ouais. Tu vois t'es pas fier de ça. Ouais. Donc voilà. Donc non j'espère rester toujours sportif, toujours athlétique, puis aussi pour plaire à ta femme quand même. Non mais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Non, si ta femme elle te connaît au tout début, t'es gaulé de ouf. T'es tracé, et au bout de 2 ans, tu ressembles à plus rien, ça la fout mal. Puis peut-être de faire aussi, partager des moments avec tes enfants, peut-être plus tard aussi de te dire, peut-être que pour toi aussi, vu que c'est important, je pense que tu penses que tu t'obligerais tes enfants, imaginons que je sais pas, t'as 2 enfants et sur les 2, t'en as un, le sport c'est pas du tout son truc. C'est pas grave. Alors c'est un truc est-ce que ça t'embêterait tu penses? Alors si c'est pas son truc, c'est pas grave. Il peut avoir d'autres passions. Par exemple, je sais pas, c'est le piano. Tant mieux, c'est super, je trouve ça trop bien. C'est mon rêve d'en faire. Mais par contre, j'essaierai de lui inculquer les valeurs du sport et lui faire comprendre que bouger, c'est hyper important. Pas faire forcément du sport en compétition, on peut faire du sport pour le plaisir, mais bouger, c'est important. Bouger pour s'entretenir, pour être bien… Voilà, se sentir bien dans sa peau et aussi physiquement. Mais après, qu'il soit pas un grand sportif, je m'en fiche. Ouais, c'est pas quelque chose qui… Non, du tout. Parce que souvent, des fois, tu as tendance un peu à… j'ai pas forcément d'exemple concret, peut-être je l'ai pas encore vu en entier, donc je pourrais pas te dire. La méthode Williams, je sais pas si ça te parle, c'est le film avec le père avec Will Smith, avec le père de Vénus et Serena Williams, qui en fait les a un peu conditionnés finalement à être comme elles sont maintenant, et où tu sais des parents en fait projettent un peu ce qu'ils auraient aimé faire, tu vois, comme devenir sportif de haut niveau, etc. Tu vois. Alors je peux pas te dire que je serai pas comme ça, j'en sais rien, parce que le jour où tu as un enfant, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Après, s'il a une autre passion, la musique, le cinéma, l'écriture, le dessin ou quoi, trop bien. Mais je lui bouger, c'est hyper important. Que bouger, c'est important. Avoir une alimentation saine, c'est important. Vraiment, ces bases-là, c'est de l'éducation. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours éduqué à faire du sport.
voilà ce que ça a donné. Ouais. Toi, après, tu as pris vraiment le truc à cœur et du coup, tu en as fait ton métier. Ouais, parce que vraiment, ça m'a toujours passionné. Ouais. Et tu penses que. Ça fait déjà un petit moment qu'on échange. Il y avait une question que je voulais te poser. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai notée, celle-là. Tac, tac, tac. Bon, finalement, on les a quasiment toutes abordées parce que finalement, il y a des questions que j'avais notées, en fait, qu'on a abordées en, fait, en discutant comme ça. Donc, franchement, on a été bon. Là, il y a une dernière question que j'aimerais te poser quand même. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas hyper commun. Quand tu as ouvert ta salle de sport, tu avais quel âge du coup exactement? 22 ans. Tu avais 22 ans. Ça représente quoi en termes d'enjeux quand tu as 22 ans, que tu as cité avant, tu n'as pas d'argent forcément de côté. C'est quand même un gros projet de créer une société que tu connais rien. Ouais. C'était quoi les plus grosses difficultés, les plus gros enjeux et ça s'est passé comment? Toi, en fait, tu as vécu comment ce moment-là? Au moment où tu t'es dit là j'achète et là où on t'a dit ok, il y a une possibilité de le faire et ça y est quoi. Déjà sur le coup, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Genre tu étais là en mode, tu te disais bah, pour moi c'est un projet quoi. Enfin, ouais, je me lançais, c'était pas réfléchi, donc j'ai foncé tête baissée. Okay. Et sur le coup, j'avais pas, c'est bizarre à dire, mais j'avais pas forcément de stress. T'avais pas peur? Ben, j'ai l'impression comme ça là, je te dirais que non. T'as ressenti l'adrénaline justement un peu à ce moment-là ou pas? De dire que c'est un truc un peu nouveau, quelque chose de un peu, tu vois? Ouais. Bah, ça m'a sorti de ma zone de confort à fond, parce qu'il faut faire des papiers. Et ça, c'est pas ton truc. C'est horrible. Bah, non, c'est horrible. Mais en vrai, c'est pas mon truc, mais c'est pas le truc de beaucoup de personnes. De 98% des gens. Celui qui te dit qu'il adore faire des papiers, franchement, trouve-le moi. J'en connais pas, surtout à notre âge. Ouais. Mais ouais, faire des papiers, faire des démarches. Déjà, demain, tu prends, allez, je sais pas, 30 jeunes de 20, entre 20 et 25 ans, et tu leur dis, vas-y, crée une entreprise. Ils savent pas comment faire. Ouais. Même moi, je sais même plus. Non, mais en vrai, je sais même plus comment j'ai fait. Parce que tu as des habitudes maintenant. En fait, les premières démarches, je sais même plus comment j'ai fait. Mais ouais, comment tu crées une entreprise? Tu sais pas. Et t'as fait comment du coup? Tu vas voir. T'as tapé sur internet? Je sais plus comment j'ai fait. Je m'étais inscrit à des formations sur YouTube, en gros, des trucs comme ça, pour savoir comment créer une entreprise, je crois, un truc comme ça. Hein. Et c'est mes parents qui avaient trouvé ça, il me semble. Et je m'étais inscrit et pour regarder, j'avais pas regardé. Mais après, j'étais aidé parce que du coup, pour racheter la salle, j'ai rencontré un expert comptable et il m'a fait un business plan, tout ça. Mais sur le coup, je me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais. Ouais. Plus tard, tu t'en rends compte. Et les enjeux, c'était beaucoup paperasse, administratif. Ouais, les enjeux. Mais t'as pas eu le stress de te dire, après tu rachetais un portefeuille client, mais de te dire comment je vais faire pour vivre, tu vois? Eh ben. Ça t'a jamais traversé trop l'esprit? Alors j'avais peur de perdre des clients. Peur. Entre guillemets, parce que. Tu t'imagines ça passe pas? En fait, ouais. Je sais pas, dans ma tête, j'étais sûr de moi. Je pense, hein. Et t'as ressenti, au moment où t'as vu la story, c'était coup de tête ou tu t'es dit, je le sens bien quand même? Genre, tu t'as eu un truc. Non, j'ai toujours bien senti. Tu as toujours bien senti. Ouais, tu t'es dit, je sens que là, c'est. Ok. Mais vraiment, t'as pas ressenti de peur particulière? Non, je fonçais tête baissée. Les seuls moments où vraiment j'ai eu des doutes et j'avais envie d'arrêter, c'était toutes les démarches administratives. Tellement c'était. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'était un mur qui faisait 100 mètres de haut, puis il fallait essayer de le gravir. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça. C'est vraiment ce qui m'a le plus mis en difficulté. Mais après, une fois que j'étais lancé dans mon coaching, non. Et t'as pas eu peur de te dire, comment je vais faire pour me payer, pour vivre, etc. En vrai, non, non, vraiment. Je te pose cette question parce que moi, c'était vraiment le premier truc que je me suis dit quand je me suis lancé, tu vois. Mais je comprends. Hein. Tu sais, de me dire, quand je vais faire pour payer mon loyer, mes factures, tu sais, même vivre, quoi, tu vois. Mais après, parce que je rachetais aussi un portefeuille client. Et donc, tu savais que tu avais un minimum garanti. Je savais qu'en fait, quand j'ai racheté la salle, dès le lundi, j'avais déjà du coaching de booké. Oui, donc tu savais. Donc, j'allais faire une semaine de coaching, alors avec moins d'heures que j'ai pu avoir. Mais ouais, j'attaquais une semaine de coaching direct. Et tu savais peut-être combien l'ancien dirigeant se payait ou quelque chose comme ça? Oui, tu t'es dit, grosso modo. Après, jamais je m'étais dit, je me paierais. Au début, tu te dis, je me verse pas de salaire. Ou ce que j'ai le minimum, quoi. Voilà, vraiment le strict minimum. Ouais. J'avais pas de chômage, de toute façon. Ah oui?
Bah non, j'étais à l'école avant. Ouais, t'es à l'école, donc t'avais pas vraiment J'avais travaillé. pas de chômage. Ça, c'était ton premier boulot finalement. Ah, mais c'est mon premier job. C'est Ouais, ton premier 22 job. ans. 22 ans, premier job. Je rachète une patron, salle. Bah ouais, Patron d'une salle de sport. ouais. Et Mais, t'as jamais eu un moment. Ouais, parce que finalement, peut-être parce que t'as peut-être pas eu d'autres expériences, grosses expériences pro avant, peut-être que du coup, tu t'es dit, bon, en fait, c'est juste une expérience comme ça et je travaillais, j'avais déjà travaillé l'été pour des me faire jobs de l'argent. étudiants, des choses comme Ouais, ça. des trucs, voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, non, c'est vraiment mon premier job. Donc, je suis vraiment parti à fond là-dedans. Et t'as pas eu d'autres enjeux, tu dis, bah, l'administratif un petit peu. Ouais, ça, c'est ce qui m'angoissait le plus. Et encore maintenant, ou ça va? Ouais, bien sûr, ouais, les papiers, ça m'angoisse. Ouais. Quand ton comptable t'appelle et il dit, il faut faire un point et tout, faut En vrai, retrouver toutes les factures. Tu reçois un courrier dans la République boîte aux française lettres. ou machin. Ouais, t'es pas bien. Ouais. Tu l'envoies à ton comptable, tu le prends en photo, tu l'envoies à ton comptable, tu dis c'est quoi ça et il te rassure ou pas. Bah, tu vas devoir payer tant. Ah, ok. Tu te fais encore plomber. Mais ouais, sinon, je reçois un papier, je sais pas trop ce que c'est, je l'envoie en photo à mon comptable. Je dis, ouais, c'est quoi? Ça va, t'as une bonne relation avec ton comptable du coup. Ouais, bah oui. Ouais, bon, je pense que c'est important quand même. Ouais. Mais t'as pas eu après d'autres enjeux sur lesquels tu t'es dit, ouais, là c'est quand même un peu compliqué, ou à un moment donné t'arrêtes, c'est toujours été l'administratif qui t'a un peu bloqué. Pas bloqué, mais. Des enjeux où il faut faire rentrer de l'argent, quoi. Parce que sinon, moi, c'est ma seule activité, je fais rien d'autre à côté. Donc si ça marche pas, demain, il faut que j'arrête, quoi. Et aujourd'hui, tu penses que tu accompagnes à peu près combien de clients pour donner un ordre d'idée aux gens, pour terminer un peu là-dessus sur la Forge en 2025, ça représente quoi un peu une vingtaine de clients. Vingtaine de clients réguliers, Ouais. réguliers, annuels, enfin je veux dire, qui sont toute l'année, ouais. que tu accompagnes au quotidien. Voilà, exactement, ouais. C'est une vingtaine. Et toi, tu aimerais monter peut-être à plus ou moins ou faire évoluer comment un peu justement? En gros, pour te donner une idée, au début, quand j'ai racheté la salle, je devais être à quoi, 20-25 heures de coaching. Et après, je suis très vite monté à 50 heures de coaching par semaine. Donc c'était trop bien. Je bossais beaucoup. J'aimais bien, j'avais un gros rythme. Mais par contre, du coup, j'étais beaucoup plus fatigué, je m'entraînais beaucoup moins. Et du coup, vu que je m'entraînais beaucoup moins, que j'étais tout le temps fatigué, j'étais moins heureux. C'était une période de ma vie où j'étais moins heureux. Et du coup, je me dis autant bosser un peu moins. Après, tu as des factures à payer et tout. Bosser un peu moins. Et par contre, j'ai du temps pour m'entraîner, pour je sais pas, aller boire un verre avec des potes. Donc là, tu as réussi à trouver cet équilibre un peu plus maintenant, quoi. Un peu plus maintenant, là, il faudrait que je retrouve un peu plus d'heures de coaching. Ok. Parce que ce que les gens parlent pas, c'est que quand tu as une société, c'est des hauts, des bas, c'est pas toujours haut. En croissance, ouais. Ouais. Et ça, les gens, ils en parlent pas. Et tu as des moments où tu es dans le dur, faut s'accrocher, il faut tenir et faut essayer de trouver des solutions. Ouais, et ça, les gens, ils t'en parlent pas. Et tu as eu, toi, un moment en particulier où tu t'es dit là, c'est quand même compliqué, ou alors il faut vraiment que je trouve une solution Ouais, en ce moment, je suis dans une période qui n'est pas forcément simple, où je me pose plein de questions. Mais sinon, ouais. Ta passion reste intacte, par contre. Oui, je suis passionné. Ça, tu penses que ça restera toujours, quoi qu'il arrive? Ouais, après, je ne ferai pas ça toute ma vie. Je le sais direct, tu vois. Ouais. Je ne ferai pas du coaching toute ma vie. J'ai envie de faire d'autres choses. Quoi, je ne sais pas encore. Tu as le temps de voir évoluer. Mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. J'adore ce que je fais. Mais à un moment donné, tu vas avoir besoin peut-être d'une opportunité ou un truc. J'ai envie de découvrir d'autres choses aussi. Ouais. Super intéressant. Ouais. Dernière et ultime question, Élie. Quel membre de ton réseau ou personne que tu connais dans ton entourage tu aimerais voir justement sur ce podcast et dont tu aimerais entendre un petit peu parler? Il y en a plein. Je t'en donne qu'une ou je t'en donne plusieurs peut-être aller une ou deux personnes maximum pour rester. Pas trois. Pour que ça soit naturel. Ouais, deux. Deux. Pas trois. Pas trois. Deux. Genre là tout de suite, si tu dois citer quelqu'un, la première personne que tu te dis, là je veux vraiment en voir tout de suite. Alors Lionel. Lionel, c'est de base un client qui m'a contacté pour du coaching. Et dès le premier coaching, coup de foudre amical.
Vraiment, j'ai l'impression de me voir moi avec 20 ans de plus. Et lui avec 20 ans de moins du coup. Et lui 20 ans de moins, ouais. Oui, c'est vrai, t'as bien À l'inverse du coup. précisé, ouais. C'est pour ça que du coup je pense que ça doit se passer. Ouais. Et c'est un mec comme moi il a 47 ans et il se lance des défis. Comme ça, il est trop bien. Il fonctionne au coup de tête un peu aussi comme ça. Ouais, je pense qu'il peut fonctionner au coup de tête. Je pense que si tu l'as en vidéo, il saura mieux parler de lui que moi. Mais il a une vie, j'ai l'impression que les journées pour lui, elles font 48 heures. Et il fait 30 000 choses. Il travaille, il travaille, ouais. Donc il y a lui que je te conseille parce qu'il a une vie de dingue, il fait plein de trucs. Et deuxième personne. Et la deuxième personne, c'est mon vidéaste, Jason. Ok. Ouais, du coup, j'ai dit son job, mais, mais ouais, Jason, qui a commencé la vidéo très très jeune. Ok. Et qui a une expérience, qui a déjà beaucoup d'expérience pour son âge. Et je pense que ce serait hyper intéressant que tu fasses une vidéo avec lui. Donc ce serait le vidéaste du coup qui passe pas cette fois-ci derrière la caméra mais qui passe devant. Ouais, il sera pas très à l'aise. Là tu l'as pas laissé le choix, tu peux lui mettre un petit message d'ailleurs si tu veux. Bah désolé Jason, je sais que t'aimes pas être devant la caméra mais t'as pas le choix là. Ok, bah Donc, écoute, voilà. super intéressant. Un mot pour qualifier ce podcast, cet épisode de podcast. Franchement, hyper agréable. Hyper agréable. Ouais, franchement trop bien. Bah écoute Eli, merci. Comme tu veux. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, on mettra tous tes réseaux sociaux du coup dans la description de la vidéo et puis de la partie audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, tous tes réseaux sociaux. On mettra aussi le site internet si tu en as un. T'as un site internet, pas de site internet même pas. Et ben on mettra l'adresse de la forge. Voilà, l'adresse de la forge. L'adresse de la forge à Quetigny, puis tous les réseaux sociaux de Eli. Et puis écoutez, le podcast sera dispo en audio, en vidéo sur YouTube et toutes les plateformes de streaming audio. C'était Valentin et Eli pour le podcast Mindflow. Ciao.